Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire entrepreneuriale de Camille, c'est que ce n'est pas une histoire qui vend du rêve. Ici, on parle d'une croissance constante et intelligente. Il n'y a pas de paillettes, il y a du travail, de la persévérance, de la stratégie et beaucoup de passion. Camille a 29 ans et c'est la cofondatrice de Funky Veggie, des gourmandises qui font du bien au corps, à la planète et à notre mental. Durant cet échange, Camille nous parle de son parcours. Elle met l'accent sur son expérience en Chine qui lui a ouvert l'esprit et lui a permis de se reconnecter à elle-même. C'est d'ailleurs à ce moment-là que son rapport à l'alimentation a changé. Par la suite, elle se demande comment faire pour justement accompagner une transition qui touche tout le monde et qui ne soit pas les véganes versus le reste du monde. Son envie, être un moteur de changement au sein des canaux de distribution traditionnels. Elle rencontre ensuite son associé et ils montent la société ensemble durant sa dernière année d'études. Comme dit Camille, tout a commencé avec une histoire de boule, mais il faut écouter l'épisode en entier si tu veux comprendre pourquoi. Elle n'a jamais été salariée sauf de sa propre boîte et cela fait maintenant 7 ans que l'aventure dure. Alors comment ont-ils pu lancer une entreprise en investissant seulement 1 000 € chacun ? En 7 ans, quel a été le développement de l'entreprise ? Par quelles étapes sont-ils passés ? Comment ont-ils démarré ? Comment ont-ils fait pour produire leurs propres produits pendant 1 an et demi, en plus de gérer tout le reste ? Comment ont-ils fait pour taper dans l'œil de Franprix ? Comment ont-ils réussi à imposer leurs produits au milieu des Mars et des Twix ? Étaient-ils les premiers sur le marché ? Ils ont aujourd'hui une équipe de 15 personnes, signées avec de gros clients comme Intermarché par exemple. Ils ont réussi à un coup de maître, lever 2 millions d'euros seulement auprès de leur communauté. Et cerise sur le gâteau, Lena Situation les a contactés pour leur dire qu'elle adorait leurs produits. Allez, je te laisse découvrir cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Hello Camille. Hello Sandra. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et toi ? Je te remercie, ça va bien aussi. Je suis contente de t'avoir à mon micro, Camille. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Je suis la créatrice, la cofondatrice de Funky Veggie, qui est une entreprise qui partage une gourmandise qui fait du bien, d'abord aux papilles, mais aussi à nos corps et à la planète, et aussi à notre tête. Peut-être qu'on pourra développer un petit peu ça. Et j'ai un amoureux et un chien. Cool ! Très très cool, j'ai hâte d'en savoir plus. Justement, pour en savoir plus, Camille, nous, ce qu'on aime chez les locomotives, et tu le sais, c'est qu'on adore découvrir qui est la personne avant de découvrir le projet. On veut vraiment comprendre qui tu es, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, Camille, je te propose de prendre le point de départ de ton choix dans ta vie et de nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire. Ouais. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très personnel et je pense que globalement, ça doit toujours être lié à un enracinement assez profond. Et du coup, j'aimerais bien choisir comme premier moment fondateur, même si le mot est un peu pompeux, tout simplement le choix de ma filière, donc SESL. Je suis sûre que ça parlera à certains. Désolée pour les plus jeunes, pour qui je suis déjà dans la case boomer, mais c'était, je pense, le premier moment où je me suis vraiment affirmée et j'ai choisi mon propre chemin, même si ça semble un peu anodin, puisque en fait tout le monde voulait que je fasse S. J'étais plutôt une bonne élève, donc mes profs comme mes parents. Et moi, mon grand rêve, c'était de faire une école d'art. Et puis j'adorais tout ce qui était littéraire. Et ça a été la première négo parentale, c'est-à-dire que mes parents ont dit OK, t'as le droit de faire L, à condition que tu fasses des études plus générales avant d'éventuellement faire une école d'art, sinon t'en as toujours envie. Et donc voilà, ça a été mon premier deal fait avec eux. Et j'ai pu intégrer du coup ma première L et terminale L, et je me suis passionnée. Et surtout, comme j'avais fait un peu ce pari avec eux, il fallait que je leur prouve que j'avais eu raison, que ça valait le coup. Et du coup, je me suis encore plus passionnée pour ce sujet. Et ça a été hyper libérateur pour moi et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, j'ai fait ma fin de scolarité en L.
littéraire. J'ai, comme convenu, passé les concours de Sciences Po, obtenu Sciences Po. Et en fait, j'ai adoré cette formation parce qu'elle était très, très plurielle. J'ai découvert plein de choses. Et quand je me prends au jeu de quelque chose, j'y vais à fond. Donc, j'ai un peu mis de côté toute la partie artistique parce que, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait et j'allais au bout du truc. Et donc, je me voyais plutôt faire de la politique parce que j'avais envie d'avoir de l'impact. Il y a une année obligatoire à l'étranger, donc je suis partie à Hong Kong. Et la magie de cette formation, c'est que c'est très multidisciplinaire. Et donc, j'avais autant des cours d'histoire de l'alimentation que des cours de bouddhisme donnés par un moine. Il y avait une cantine bouddhiste, du coup, pour les moines qui étaient présents dans l'université. Vraiment un carrefour énorme, surtout à cette période. C'est il y a 10 ans. C'était hyper intéressant. Et je me suis énormément déconstruite, en fait, pendant cette période parce que j'étais loin de mon environnement naturel, de ma famille, de tout ce qu'on intègre consciemment ou non comme injonction extérieure ou comme chemin tout tracé. Et du coup, je me suis un peu reconnectée à moi, à ce que j'aimais et tout. Je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation et c'est notamment à ce moment-là que j'ai réalisé que la consommation et l'alimentation telle qu'on la concevait aujourd'hui était absolument pas naturelle et j'ai réalisé le poids de l'impact que ça avait. J'ai adoré du coup tout ça, mais j'étais pas du tout dans une logique de création d'entrepreneuriat. Et là, j'ai commencé à apprendre le mandarin que j'ai adoré. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas faire une partie de ma vie, en tout cas en Asie, parce que j'adorais cette énergie, notamment de la Chine continentale. J'étais allée à Shanghai pas mal de fois. Et donc, je me dis, OK, je prends une année de césure et je pars à Shanghai faire un programme intensif de mandarin pour vraiment monter en niveau. Et moi, je me voyais finalement rester plutôt en Asie et peut-être bosser en com là-bas. Je me suis battue pour faire un double diplôme en master entre Sciences Po et une école à Shanghai, où on était 4 et demi. Donc, j'ai tout donné pour ça. Je l'ai eu. Et j'avais ma première année de master en France et ma deuxième qui était censée être en Chine à nouveau. Personnellement, j'avais énormément évolué pendant ces presque 2 ans à l'étranger, et notamment sur ma manière de consommer et de m'alimenter. Un peu à ce moment-là, j'ai une maladie auto-immune qui se déclare. Et clairement, la nutrition est un levier hyper important pour la traiter, en tout cas mieux la vivre. C'est quoi que tu as eu, Camille, comme maladie auto-immune ? J'ai la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie hormonale de la thyroïde. Oui. Eh bien, j'ai la même que toi. Hey. Elle est assez fréquente et c'est super intéressant. Ouais. Je pense que, enfin, d'un point de vue mentalité, on pourra en parler, mais j'ai l'impression que je vois souvent des schémas pas anodins se répéter chez les gens qui l'ont. Ah, intéressant. Ok. Ouais. Et en tout cas, voilà, moi, je me suis formée à la naturo un peu à côté des cours. Je me suis passionnée sur tout ça. J'avais adopté un mode vegan, un mode d'alimentation vegan quand j'étais à l'étranger, au fil de toutes mes découvertes. Et finalement, je me rendais compte que il y avait peut-être de la nuance à apporter à tout ça. Et je rentre en France où le climat envers le mot vegan, rien que ce mot est très très polarisé. Et clairement, les gens sont limite plus viandards quand tu leur dis le mot vegan en France. Donc, j'arrive en première année de master avec des cours qui me semblaient assez light, un cours d'entrepreneuriat où je vais un peu par hasard et il faut travailler sur un projet. Et en fait, toutes ces choses auxquelles je m'étais intéressée font un lien à ce moment-là. Et ma grande question, c'est, bon, OK, il faut qu'on évolue tous. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner une transition qui touche tout le monde et qui soit pas les véganes versus le reste du monde, une minorité qui fait tout parfaitement et qui représente 0,001% de la population versus le reste du monde, etc. Comment on fait pour que ça concerne tout le monde? Et mon truc, c'était pas mal l'alimentation parce qu'en plus, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment un terrain de jeu créatif où on peut faire plein de choses. Donc, c'était un peu ma revanche de l'école d'art que j'ai jamais faite. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ce projet. C'était aussi le moment où le documentaire Demain venait de sortir et c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué et Adrien, mon associé aussi, même si on se connaissait pas encore à l'époque. Et il parlait de l'évolution de la planète, et donc du changement climatique, mais en partant de la joie comme moteur de changement. Et donc je suis partie de moi, ce qui me faisait plaisir comme moteur de changement, et surtout du plaisir comme moteur de changement pour le monde. Et donc d'essayer de proposer un type d'alimentation, des produits très très gourmands, meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète, qui puissent faire boule de neige et toucher un peu tout le monde dans des canaux de distribution traditionnels. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est en grande distribution. Ça a été la première graine concrète posée pour Funky Veggie. Et en fait,
à ce moment-là, un peu par hasard, je rencontre mon associé Adrien. Donc en Chine, tu le rencontres? Non, je rencontre en première année de master en France, parce que voilà, j'ai toujours été quand je vais sur des sujets, je suis très curieuse et j'explore pas mal de choses. Donc je faisais différents événements d'entrepreneuriat et tout. Et lui, moi j'avais 21 ans. Lui, il approchait de la trentaine, il faisait de la finance. Il s'ennuyait un petit peu dans son boulot. Il avait toujours eu envie de faire quelque chose d'entrepreneurial, mais il n'avait pas forcément l'idée. Et donc lui, il faisait ce genre d'événement plus pour se stimuler et donner pro bono des conseils à certains entrepreneurs en herbe. Et du coup, il m'a aidé un peu sur le business plan. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois que ça fitait hyper bien entre nous, que ça marchait bien, qu'on était très complémentaires, très, très, très différents. Mais on considère que cette différence, c'est vraiment une richesse, c'est une force pour la boîte. Et on s'est dit, OK, tu sais quoi, go, lançons la boîte ensemble. Donc, Adrien a quitté son boulot. Moi, j'ai négocié avec mon école pour ne finalement pas repartir en Chine et finir mon master en France, en communication. Et on a créé la société ensemble à l'été 2016. Donc moi, il me restait une année d'études et j'ai jonglé un peu entre les deux. Et voilà, ça a été le début de Funky Veggie avec à la base en fait des produits que je faisais chez moi pour moi. Le premier produit qu'on a lancé, c'est un snack qui s'appelle Cœur de boule aujourd'hui. C'est le principe des Energy Balls qu'aujourd'hui on connaît beaucoup, mais tout à fait. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu m'as fait beaucoup rire. J'ai regardé ton qui suis-je sur Instagram et tu dis tout a commencé avec une histoire de boule. Bah, totalement, ouais. C'est vrai que du coup, Funky Veggie a été aussi vraiment un terrain de jeu créatif pour moi depuis le début. Donc, sur la communication, je me suis éclatée à adopter un angle qui est très différent, qui peut être assez osé dès le début. Tu vois, notre première campagne de crowdfunding, elle s'appelle Par amour des boules, donc ça a bien fait peur. Et je me suis amusée autant sur la communication que sur la création des produits qui étaient à la fois vraiment des produits pour moi, que je consommais personnellement. Et on se disait comment est-ce qu'on peut démocratiser ce genre d'alimentation et faire en sorte que quand tu vas au Franprix du coin, au lieu de Mars et de Twix, ou en tout cas au milieu de Mars et de Twix, tu puisses avoir des snacks sans sucre ajouté, clean, etc. Voilà, ça a été très très personnel comme itinéraire. Et puis c'est devenu une entreprise petit à petit. Et justement, donc à quel moment, parce que donc là, toi, t'as lancé ta boîte, t'étais étudiante, on est d'accord? Ouais. Ton associé a quitté carrément son job pour développer la boîte avec toi, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore de revenus, j'imagine. Alors, comment ça se passe? À quel moment tu commences à vraiment avoir une entreprise qui tourne? Et du coup, tu n'as jamais été salarié de ta vie. Ça a été ta seule aventure professionnelle jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors, j'ai jamais été salariée de ma vie. J'ai fait j'ai fait des stages, j'ai fait plein d'expériences, même un peu de conseils au tout début pour mettre du beurre dans les épinards de Funky Veggie, parce qu'en effet, on avait 0 argent et qu'on n'a pas levé au début. Et voilà, j'ai fait du free en même temps que mes études pour Wild and the Moon. J'ai fait plein d'activités. Je suis quelqu'un qui aime me nourrir de plein de choses dont, a priori, je vois pas forcément le lien entre elles. Et puis à un moment où le lien se fait. Donc, j'ai eu plein de petites expériences à droite, à gauche. Mais en effet, je n'ai jamais été en CDI de ma vie, sauf pour ma propre boîte. Franchement, chapeau. C'est beau de se dire, tu vois, la première boîte que tu as créée, c'était à la sortie de tes études. Et a priori, ça fonctionne puisque ça fait quand même combien d'années là? Une petite dizaine d'années? 7 ans, ouais, voilà. Donc, chapeau. Franchement, chapeau. Alors, justement, raconte-nous, t'as pas levé de fonds. Comment vous avez fait alors? Comment vous avez fait pour investir dans la boîte, pour financer tout ce qu'il y avait à financer? Comment ça s'est passé? Ça a été quoi les premières étapes? Alors, donc déjà, nous, avec Adrien, on s'était rendu compte qu'on marchait bien ensemble. Je précise que ce n'est pas mon conjoint. Mais on fonctionnait bien ensemble et on s'était dit, OK, lançons ce truc et puis si ça marche pas, limite, on vendra des chaussettes, la complémentarité est là. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux de mon côté parce que, en fait, je pense qu'on a abordé les choses sans se mettre une pression énorme, même si on est tous les deux des personnes très engagées. Donc, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Mais, tu vois, à ma décharge, je pense que le fait que je sois étudiante, que du coup, le deal avec mes parents, c'était que je gagne pas ma vie avant au moins l'année suivante, ça relâchait un peu la pression. Et du coup, on s'était dit, écoute, on lance, on voit ce qui se passe et dans 1 an, on fait le point, en fait. Donc, il y avait une sorte de liberté très forte. Et donc, nous, on est des gens qui sommes assez raisonnables et on a vraiment créé la boîte en bon père de famille. On a mis 1 000 € chacun concrètement dans la création de la société et on a fait un truc
pour ne pas avoir besoin d'argent tout de suite et tester le modèle. Moi, très vite, j'ai créé la communauté réseaux sociaux qui nous a beaucoup porté depuis le début, donc Insta en particulier. À côté de ça, on a lancé une activité de panier prêt à être cuisiné, donc un peu comme Kitok aujourd'hui. Il se trouve que j'avais été stagiaire de Kitok qui s'appelait Cooking the World quand ils étaient genre 5, quelques mois plus tôt. Donc, je connaissais un petit peu le modèle et le principe, c'est que nous, on livrait un panier repas pour 2 personnes par semaine avec une recette vegan bio locale. Ah, c'est ouf. Et on testait en fait à l'intérieur plein de différents produits qu'on pouvait imaginer démocratiser en magasin plus tard. Mais en fait, l'avantage de ce modèle, c'était que les gens payaient en ligne avant que nous on fasse nos courses. Ultra artisanal, au début, on allait vraiment chez Naturalia en bas. Et en fait, ça nous permettait de tester le modèle, l'angle, puisque l'angle de Funky Veggie, c'est la gourmandise sans rien de bizarre à l'intérieur et un parti pris très fort qui est de dire que le plaisir peut changer le monde. Donc, on ne demande pas aux gens de devenir véganes, de bousculer radicalement leur mode de vie, mais on leur dit, mais goûtez, vous verrez, c'est super bon. Et en plus, il y a rien de bizarre à l'intérieur. Et cet angle, on l'a testé très vite. On a testé plein de produits au sein de nos petits paniers qu'on appelait paniers, Y-E-A-H. et notamment, donc, ce produit, la boule, donc Energy Bowl, que je faisais pour moi à la base dans ma cuisine. Et c'était l'époque où on mangeait à tous les râteliers, c'est-à-dire que vraiment au début de l'aventure Funky Veggie, et je pense que c'est un peu le cas de toutes les startups au tout début, n'importe quelle opportunité, on y allait et on saisissait tout ce qui pouvait se présenter. Donc à un moment, par exemple, on est allé à un événement d'entrepreneurs et on s'est posé avec un petit stand de boules gratuites où on faisait goûter, on expliquait un peu notre projet. Et là, il y a une stagiaire Franprix qui vient nous voir et qui nous dit oui, il y a ce concours. Nous, on l'avait vu passer, mais on avait l'impression qu'on n'était pas du tout dans le cadre, que c'était très axé service. Bon, elle nous dit de venir, on y va avec ce projet. On a l'impression d'être complètement hors cadre, mais on explique ce principe de la boule, donc un snack clean, enfin. La punchline qu'on utilisait beaucoup, c'était plus rassasiant qu'une pomme, moins culpabilisant qu'un croissant. Et on proposait vraiment ce produit en devant de caisse entre des Mars et des Twix, parce qu'on se rendait compte que quand tu avais envie quand tu avais un petit creux, finalement, dans le magasin du coin, urbain, tu avais vraiment que des options ultra transformées ou alors une pomme qui, en effet, n'envoyait pas beaucoup de rêves. Et on voulait proposer un entre-deux. Et on arrive avec ce truc fait chez moi, un pack pour 3 parfums fait par un collègue de mon école, vraiment à l'arrache en 2 secondes. Même si, évidemment, c'était top. Merci, Thérèse, si tu nous entends. Et en fait, on gagne ce truc et les équipes Franprix ont un petit compte cœur et nous disent OK, go, on teste dans 50 magasins. Nous, on n'y connaissait rien à la grande distribution et je pense que cette fraîcheur-là, cette innocence, ça a été notre force. On aurait été ingénieur agro, jamais on aurait proposé un produit cru sans additifs. Et nous, on hoche la tête en disant ouais, bien sûr, OK, go. Sachant qu'on n'avait ni formation, ni lieu de production, parce qu'on n'a pas le droit de produire chez soi, on n'y connaissait rien aux tarifs, on n'y connaissait rien de rien, mais on se dit que c'est une opportunité à saisir. Donc on y va, et on est fin 2016. Adrien fait une formation HACCP, donc c'est une formation qui permet d'avoir le droit de produire en 2 jours. On trouve un labo à Paris aux normes où on a le droit de produire, et on se dit OK, imaginons qu'on arrive à produire, génial, mais si demain personne ne va chercher nos produits en rayon, on partira aussitôt qu'on est arrivé. Et jusqu'à ce moment-là, c'était vous qui faisiez les produits, on est d'accord? Ouais, pendant 1 an et demi, en fait, comme on avait un produit cru qui n'existait pas du tout à l'époque, on a produit pendant 1 an et demi toutes nos boules. On a roulé 40 000 boules à la main. Donc, soirée week-end. Ouais. C'est dingue. Une soirée week-end avec qui voulait bien nous aider. Et ouais, on faisait tout nous-mêmes. Et en fait, c'est vers cette période qu'on a recruté notre première stagiaire qui a fait partie de l'aventure et fait toujours partie de l'aventure, Zoé, qui était ingénieure agro et qui avait ce challenge de justement, si ça marchait, trouver un partenaire de fabrication. Et ça a été très compliqué. Mais du coup, la prio, là, c'était de se dire, OK, on produit. Cool. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui aillent chercher le produit. Et donc, je m'attelle à cette campagne de crowdfunding par amour des boules, qui était à la fois, il y avait un besoin de financement. Et puis, il y avait surtout un besoin de communication, parce qu'on voulait que les gens aillent acheter nos produits. On avait un petit peu mis d'argent de côté grâce à l'activité de panier prêt à être cuisiné qu'on avait fait. Moi, je faisais un peu de conseils en com autour de l'alimentaire et on reversait tout sur la boîte. Et on lance cette campagne par amour des boules qui est complètement délurée. La vidéo est
très drôle, honnêtement. Avec là encore une copine de promo qui participe à la vidéo avec nous. On filme chez moi et on fait un truc déjanté en expliquant le projet. Et ça fonctionne super bien. Donc, quelques semaines plus tard, on arrive dans 50 magasins Franprix. On livre chaque magasin en direct. Et attends, grâce à la campagne de crowdfunding, du coup, ça vous a fait une belle com. Du coup, ça vous a permis d'avoir cette opportunité? Non, on avait l'opportunité, mais on se disait, si on arrive en magasin et que personne n'achète nos produits, le test va vite être avorté. Donc, on arrive en mag et on dit à tout le monde, allez-y, allez en mag, go. Et globalement, c'est ce que les gens font. Et là, ça a été, en effet, les premiers mois de Funky Veggie et les premières années sont très, très, très artisanales parce que faut imaginer que Adrien et moi et nos stagiaires, on a un petit caddie, on fait tout Paris avec nos petits produits qu'on va livrer au Franprix. Comme on fait un peu du prosélytisme à cette époque, on fait des animations, des dégustations nous-mêmes en magasin. On dit à tout le monde sur les réseaux sociaux d'aller nous soutenir, on envoie la liste des magasins. Et ça dure comme ça pendant genre 1 an et demi, quoi. Et sachant que moi, je vais en cours. Et ouais, et en plus, tu te rémunérais pas à cette époque? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens que à un moment, L'Oréal appelle toute ma promo pour proposer des jobs. Et moi, je leur dis, écoutez, je me lance dans une boîte. Est-ce que je peux vous rappeler dans 1 an? Moi, le contrat avec moi-même et même avec mes parents, même si on n'a pas eu de discussion formelle, c'était bon, c'est une expérience entrepreneuriale qui pourra se revendre, qui pourra être intéressante sur un CV. Donc, si dans 1 an, je vois que c'est mort, je pourrais jamais en vivre, on laisse tomber. Et je trouverai un job plus classique. Adrien, il avait le chômage. Et moi, j'avais le soutien financier de mes parents pendant cette période-là, puisque j'étais encore étudiante, qui est une chance, hein. Bien sûr. Et voilà. Et en fait, au bout de 1 an et demi, on a réussi enfin à trouver un partenaire, au bout de moult péripéties, et à imaginer dégager un SMIC pour moi. On a pris un peu de financement de dette. On a fait un tout petit tour de table avec des business angels, vraiment pour financer le développement, juste financer le BFR pour les Antilles. Qu'est-ce qu'on adore ce genre de terme. Voilà, on adore. Et puis on a eu une croissance vraiment bon père de famille très très saine pendant plusieurs années, jusqu'à un moment. Donc on a commencé avec les snacks de devant de caisse Cœur de Boule, qui sont arrivés chez Franprix, puis petit à petit qui sont arrivés dans d'autres enseignes, Monoprix. Donc c'était votre seul produit à l'époque pendant des années? Ouais, on avait 3 parfums, ouais. Incroyable. On a fait évoluer la recette pour la fourrer avec un cœur fondant, donc qui petit à petit a pris le dessus. Donc la première recette a disparu, mais c'était au profit d'une meilleure expérience pour le conso, donc on en était très fiers. Et je pense que c'est un peu comme ça. Il y a toujours des milliers de bêta-tests, et nous, en fait, on lance nos produits avant qu'ils soient ultra parfaits. Voilà, on peut pas se permettre de faire 50 milliards de tests internes, externes, comme le font les grosses boîtes d'agroalimentaire. Donc on est en test et en co-création constante avec notre communauté, avec nos consommateurs. Et j'avais juste une question, Camille, pardon. À l'époque, quand vous avez créé Funky Veggie, déjà, est-ce que ça s'appelait Funky Veggie? Et deuxième question, est-ce que vous étiez les premiers sur le marché en France? Totalement. On était les premiers sur ça. Alors, ça s'appelait Funky Veggie, même si on a déposé genre 4 noms avant. Mais quand on s'est lancé chez Franprix, c'était... Non, mais parce qu'on a changé d'avis plein de fois. Ah oui, d'accord. Okay. Ça a failli être Vegan My Day quand même, hein, donc merci. On peut remercier le Saint-Esprit que ça a été fait. Mais on l'a déposé Vegan My Day, donc si quelqu'un veut déposer, c'est mort. Et non, on a testé plein de trucs. Moi, vraiment, la com, c'est mon truc. J'adore ça, même si j'avais pas une expérience ultra longue. Mais je la fais de manière assez très authentique et un peu comme une extension de ma personnalité. Donc, c'est pour moi la bonne communication, c'est la communication qui vient des tripes. Et est-ce qu'on était les premiers? Oui, on était les premiers. Et d'ailleurs, on a failli se lancer un moment au UK. En fait, quelques semaines plus tard, Delicious Liela, qui est énorme, a lancé le même produit. Et en fait, on a appris plus ou moins qu'une ancienne avec qui on devait se lancer leur avait fait part de notre projet. Et donc, c'est vrai que parfois, les gens nous disent « Ah, mais Delicious Liela a fait ça aussi ». Et en fait, elle est arrivée après nous, sauf que nous, on avait 0 notoriété, 0 fonds. Donc la plupart des gens ne le savent pas. Mais ouais, on a été vraiment les premiers. Il y avait des boules, mais dans le marché australien un petit peu, il n'y avait pas du tout de boules fourrées. Et c'était très symbolique pour nous d'arriver en devant de caisse entre des produits ultra transformés avec une proposition bio, fabriquée en France, sans rien de bizarre à l'intérieur. Donc sans sucre ajouté, sans conservateur, etc. Cru. Mais surtout, c'était très très bon. Et ensuite, on a voulu aller plus loin dans cette logique de démocratisation. On a un positionnement qui est très particulier parce que
on est très présent sur les réseaux sociaux. On est plus de 100 000 sur Instagram, ce qui est vraiment la première communauté veggie friendly de France. Et à côté de ça, comme on veut démocratiser au maximum un type d'alimentation qui fait du bien, aujourd'hui on est dans 3500 magasins en France, de Franprix à Intermarché. Mais on est aussi à la grande épicerie, chez Maison Pradier et dans des entreprises un peu plus cossues. Donc, on a un truc de démocratisation qui est très fort. Et c'est vrai qu'au début, les gens n'ont pas forcément compris. On commence par une enseigne comme Franprix. Et ça a été pendant de longs mois notre seul client. Et puis petit à petit, on a, grâce à la communauté et vraiment en passant en direct par le consommateur et en faisant que ce soit finalement les citoyens qui choisissent, on a réussi à court-circuiter ces modèles très carrés pour être présent dans différents modes de distribution, même si, et je pense que c'est important de le préciser, en France, on n'a pas le droit d'avoir la même marque en magasin conventionnel, donc en grande distribution classique, et en magasin bio type Biocoop ou Bio c'est bon. C'est pas une règle non écrite, mais les gens ne le savent pas. Souvent, il y a les mêmes entreprises derrière avec 2 noms de marques différents qui vont être présents dans les 2 types d'enseignes. Et nous, comme on veut vraiment être accessible, on a choisi plutôt la grande distribution. Et en plus, comme Funky Veggie, c'est une extension de nos personnalités, on se voyait pas créer une deuxième marque un peu schizophrène. Est-ce que votre croissance pendant ces 7 années, elle a été, comme tu dis, plutôt constante, ou est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment, Funky Veggie a pris son envol, a explosé? Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier qui a fait que? Ouais, alors c'est pas du tout linéaire, mais il y a des paliers, clairement. On a en fait, déjà, il y a le palier qui est lié à l'extension des produits. C'est-à-dire qu'on a commencé par le devant de caisse et après on s'est dit, on veut démocratiser davantage, donc on va aller plus loin dans les produits. On est allé sur l'apéro. Et vous faites du salé aussi. Ok. On fait du salé aussi. Mais surtout, on s'est concentré sur le petit déjeuner. On a lancé le petit déjeuner parce que on part beaucoup de nos besoins, nous aussi, en termes de consommation et ce qu'on trouve pas en magasin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour du fait que le petit déj aujourd'hui, c'est très transformé, c'est beaucoup trop sucré. Carrément. Et on trouvait que en supermarché, il y avait pas ce qu'on voulait. Donc, on a développé, aujourd'hui, on a du granola, mais on a aussi les fourrés qui réinventent un peu les trésors version clean et qui sont notre best-seller. La pâte à tartiner ouf, qui est la première pâte à tartiner sans huile de palme ni huile du tout, toujours bio, fabriquée en France, etc. Donc oui, il y a eu des paliers. Le lancement de la pâte à tartiner ouf, ça a été un gros palier. Et puis après, en termes de financement et donc de croissance, il y a des paliers énormes dans le sens où on a tout fait avec nos petits bras. Et puis, il y a 2 ans, on s'est dit, OK, on a un peu l'impression d'avoir poussé à bout ce modèle de très artisanal. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on avait envie d'autre chose, on avait envie d'apprendre autre chose. Et du coup, on s'est dit, OK, on va faire une levée de fonds plus importante pour passer un cap. Et là, on a fait une levée de fonds qui nous ressemble. On a un peu, là aussi, court-circuité les chemins traditionnels, puisque on a levé avec notre communauté sur une plateforme notamment qui s'appelle lita.co, qui est une plateforme citoyenne. Alors, c'est un peu comme du crowdfunding, sauf que la personne qui investit a des parts concrètement dans l'entreprise. Donc, c'est ouf. Au même titre qu'en fond, Lita fait tout un audit très très long, à la fois sur la partie financière et éthique, parce que c'est aussi des acteurs d'impact. Et ensuite, on a le droit d'être sur la plateforme et du coup, un citoyen investisseur peut investir à partir de 100 euros. Nous, sur nous, c'était 100 euros, le montant d'entrée, et avoir des parts concrètement dans l'entreprise avec une valorisation, etc. On fait le record de la plateforme. En gros, on a levé 2 millions d'euros et on a 650 contributeurs. Ça, c'est un gros record. C'est un truc de dingue. Ce qui est génial, c'est que du coup, les consommateurs sont notre communauté est totalement partie prenante. Donc, nos consommateurs sont partie prenante. Et donc, du coup, c'est aussi une manière de court-circuiter les choses parce on a quand même peu de moyens par rapport à, faut quand même se mettre en contexte, hein, on est à côté de Kellogg's en rayon. Donc, on a quand même très, très peu de moyens par rapport à nos petits voisins de rayon. Et c'est vrai que, du coup, les gens qui ont investi chez nous, c'est des gens qui vont chez Intermarché faire leurs courses, quoi. Et du coup, ils ont donc des parts dans Funky Veggie? Tout à fait. On les a regroupés dans une holding parce que on peut pas leur faire signer à 650 personnes à chaque fois qu'on a un truc à faire, mais du coup, on a cette petite holding et on fait notre reporting tous les trimestres. On est en contact régulier avec eux. On fait une soirée annuelle pour les retrouver. Et ouais, on a ce petit pool d'investisseurs. Donc, on n'a pas du tout de fonds d'investissement. On a quelques business angels et on a la communauté Lita.
Et je pense que tu viens de donner un tips incroyable. C'est-à-dire que moi, j'étais pas au courant déjà. Et je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup d'auditrices qui sont entrepreneuses. Bah oui, c'est génial. Ça s'appelle le crowd equity. Moi, je ne peux que recommander Lita.co parce qu'en plus, c'est un acteur d'impact. Donc, nous, on est engagés non seulement en termes de projection de chiffre d'affaires, mais aussi, par exemple, dans notre pacte, on n'a jamais le droit d'utiliser l'huile de palme. Ever, ever. Donc, c'est aussi intéressant parce que ils sont très engagés. Nous, ils nous ont poussé à formaliser plein de choses. Et on a appris plein de choses à leur côté en termes d'impact. Donc, je les aime beaucoup. Tu m'étonnes. Et donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2020. 2020, ok. Et là, donc entre 2020 et 2023, est-ce qu'il s'est passé des choses significatives? Ouais, il s'est passé pas mal de choses. On s'est concentré beaucoup sur le petit déjeuner. Donc, on a lancé les fourrés, gros raz-de-marée, parce que voilà, on revisite les trésors. En fait, notre spécialité, c'est vraiment de réinventer des incontournables dans lesquels on a tous baigné. On a tous un imaginaire collectif. On a tous voilà, ces produits petit-déj qui ont bercé notre enfance très souvent. Et souvent, en grandissant, on les a délaissés parce qu'on s'est rendu compte que c'était des compositions cracra. Et nous, on est là pour réenchanter ce rayon et donner envie aux gens bah voilà, de réinvestir ces produits chouchous qu'ils ont délaissés et en leur disant bah en fait c'est bon, c'est OK pour toi, c'est OK pour la planète, tu peux te le permettre, donc profite. Et c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup concentré sur ces produits, ça a été je pense qu'il a le plus changé depuis la levée de fonds et on a beaucoup de répondants et beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de notre communauté. On a continué à beaucoup co-créer avec cette communauté puisqu'on a un Funky Club dont il y a une partie d'investisseurs avec qui on innove en fait. On leur envoie des questionnaires sur leurs envies, sur leurs besoins. On leur envoie des prototypes. Là, on vient d'envoyer notre produit, on vient d'envoyer genre une centaine de prototypes d'un prochain produit à cette communauté. Donc, on a vraiment poussé encore plus le côté collaboratif avec eux. Et ouais, écoute, dans ces 2 dernières années, la communication a passé des caps, même si on reste toujours dans surtout de la création de contenu. On a choisi nos batailles et on a encore plus développé la grande distribution. On a signé un client comme Intermarché, qui est très symbolique parce que énorme. Intermarché, c'est partout en France. Et c'est vrai que nous, on veut évidemment que parmi nos clients, et je m'inclus là-dedans, on a plein de bobos parisiens qui sont plus ou moins éduqués sur ces sujets, mais on a vraiment cette envie de démocratisation très forte. Donc, c'est très important pour nous que nos produits soient dispo à l'Intermarché de Tourcoing, quoi. Donc, Intermarché, ça a été un gros levier, puisque c'est 1500 magasins, donc ça va vite. C'est énorme. Carrefour, voilà, on a signé des gros clients et en fait, on a recruté des personnes qui étaient meilleures que nous. Donc, on a recruté, suite à la levée, notre première directrice commerciale, Charlotte. Incroyable. Récemment, notre responsable marketing opérationnel pour vraiment avoir une présence en rayon plus forte. On a développé notre présence sur le terrain parce que quand on passe en grande distribution, il faut des gens sur le terrain. Donc maintenant, on n'est pas que à Paris, mais aussi à Lyon et à Marseille avec Alexis et Thaïs qui vont visiter tous les magasins tous les jours. On a été beaucoup plus loin dans la démocratisation et on a développé plein de produits qui correspondaient à ce que nous-mêmes et notre communauté avions envie et besoin. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, vous avez une équipe de combien de personnes aujourd'hui? On est une quinzaine aujourd'hui, ouais. Une quinzaine. Donc, j'imagine que ça a été hyper challengeant aussi de voir ton équipe grandir, de construire finalement toute votre team. Ça doit être... c'est fou, ça aussi, de voir son entreprise évoluer comme ça. Ouais, carrément. Puis c'est marrant de voir mon évolution, enfin ton évolution personnelle versus tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais 21, 22 ans, donc j'étais toujours la plus jeune. Et puis maintenant, on recrute des gens des années 2000. Ça fait très, très bizarre. Donc, c'est vrai que tu te rends compte aussi que forcément, le monde s'arrête un petit peu au début de l'entrepreneuriat. Tout autour s'arrête parce que tu donnes tout. Enfin, moi, j'ai tout donné. Là où j'ai toujours été nourrie de plein de choses différentes, je me suis nourrie quasi exclusivement de Funky Veggie en faisant à l'intérieur de Funky Veggie plein de choses différentes. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que l'environnement évolue, que les envies évoluent, même des collaborateurs et des gens qui rentrent dans des boîtes. Et oui, ça a été beaucoup d'apprentissage parce que pour le coup, sur le management, on n'est pas formé. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, Adrien non plus, donc on n'était pas forcément destiné à l'entrepreneuriat et on a un peu appris sur le tas. Bien sûr, c'est ça qui est beau. Et puis, t'as forcément aussi plusieurs vagues. T'as la vague, alors nous, on a Zoé qui est là depuis le début, responsable produit,
qui elle-même avait un profil très entrepreneurial, donc qui est vraiment un pilier de la boîte, au même titre qu'Adrien et moi. Mais t'as aussi plusieurs vagues, c'est-à-dire que t'as la vague des gens qui sont là depuis le tout début et qui sont habitués à faire 1000 trucs différents. Et puis t'as une deuxième phase où ces gens partent continuer leur chemin ailleurs. Et ça s'est passé dans des super termes, hein. Vraiment, enfin, génial. C'était leurs premières expériences chez Funky. Et puis, il faut aller senioriser un petit peu, prendre des gens qui vont apporter des expertises d'autres boîtes et être plus spécialisés sur certaines choses, être moins multitâche, même si ça reste quelque chose d'important dans des startups. Et puis, tu as le moment où tu passes de startup à TPE puis PME. Nous, aujourd'hui, on est une PME officiellement. Et c'est clair que... C'est classe, dit comme ça, dis donc. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ouais, carrément. Mais tout change aussi parce que je pense que ce qui est important, c'est que je le disais au début de l'aventure, on prenait toutes les opportunités. Tu cherches ton modèle, donc en fait, tu dis oui à tout et tu testes chaque piste que ton cerveau peut envisager. Là où, en fait, il y a un moment où tu choisis tes batailles. Nous, aujourd'hui, on a choisi la bataille du petit-déj versus l'apéro. On a choisi énormément de batailles et on est plus dans le moins pour mieux où, OK, on connaît notre modèle, on dit non beaucoup à beaucoup de sollicitations externes. Et on sait là où il faut qu'on aille, on sait sur quoi il faut qu'on se concentre. Et on a notre part de folie, mais on est plus sur nos rails. Et ce que tu n'as pas dit, Camille, et que je dois évidemment dire, c'est que vous avez quand même reçu un message de Léna Situation qui vous a dit qu'elle adorait vos produits. Et depuis, donc Silence Radio, c'est donc vous êtes en quête de Léna. Est-ce que vous avez trouvé du coup un moyen de la recontacter? Oui. Oh, c'est pas vrai. Ouais, alors c'est vrai que nous on fait quasiment pas d'influence rémunérée. On travaille beaucoup en micro-influence et c'est vrai que chez Funky Veggie, on est tous fans de Léna Situation. Et c'est vrai qu'on trouve qu'elle est hyper fédératrice parce que à la fois la stagiaire la plus jeune de l'équipe et ma directrice commerciale qui est notre doyenne, même si elle reste jeune, on est toutes fans. Et donc quand on a reçu ce message, on était comme des dingues, où en gros, elle nous envoie normal privé sur Insta, où elle nous dit « J'ai découvert Cœur de Boule à l'aéroport, et depuis, j'en mange tous les jours. » Donc, on était comme des oufs. Évidemment, on a tous tout fait pour essayer de la contacter. Et puis, moi, à un moment, au bout de quelques semaines, où c'était toujours Silence Radio, que ce soit mail ou même on a réussi à lui envoyer un colis, enfin, toujours était Silence Radio, même si j'avais eu des retours, je savais qu'elle avait reçu le colis. Indirectement, elle m'avait pas répondu, mais je savais qu'elle avait reçu le colis, qu'elle avait été contente et tout, mais pas de réponse. Et du coup, il y a quelques jours, je fais un post LinkedIn avec le screenshot en disant « Help ». Voilà, donc encore une fois, je fais appel à la communauté, même si la communauté LinkedIn, elle est très différente. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Parce que notre rêve, c'est de lancer cette grande histoire avec Léna. On est prêt à casser notre tirelire pour faire quelque chose ensemble, mais elle ne nous répond plus. Et en fait, il se trouve que Léna n'a plus d'assistante personnelle, donc elle gère tout en direct. Wow. On est dans le contexte où là, on sort du festival de Cannes, elle voyage un peu partout dans le monde. On est sur quelqu'un qui a quand même 4,2 millions de followers, hein, pour les personnes qui connaissent pas Léna. Et puis pas des followers fantômes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une communauté hyper engagée. Exact. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, elle a quand même différentes agences avec qui elle travaille, dont une en particulier avec qui elle travaille davantage. Et elle a pas d'exclus. Et en fait, elle gère en direct les marques de mode, de luxe apparemment, et sinon elle travaille avec différentes agences. Et donc en fait ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé avec quasi toutes les agences, et là c'est en train de peut-être se concrétiser sur une jolie histoire qu'on aimerait raconter ensemble. Donc on verra. Je touche du bois. Oh my God. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve qui pourrait se réaliser. Et là c'est vrai que il y a beaucoup d'excitation. Moi, je suis très excitée en ce moment parce que il y a ce projet qui me tiendrait beaucoup à cœur. Il y a plein de très chouettes produits qu'on a dans les cartons, toujours autour du petit-déj, toujours autour de réinventer les incontournables. Et j'ai l'impression que il y a plein de chapitres dans cette histoire entrepreneuriale. Ça a pas du tout été linéaire, ça a pas du tout été rose tout le temps. Mais c'est vrai que là, il y a plein de promesses potentielles. En tout cas, chapeau. Moi, ce que j'aime beaucoup
dans cette histoire, Camille, c'est qu'en fait, y a pas de paillettes, tu vois. Tu nous dis pas, bah ouais, j'ai lancé ma boîte, 2 ans après, ça a explosé, c'est incroyable, tu vois. C'est vraiment, bah, t'as bossé. Il y a eu, comme tu dis, des paliers. Il y a eu des succès. Il y a eu probablement des galères. Il y a eu des difficultés. Vous n'êtes pas rémunéré pendant un temps. Enfin, tu vois, c'est une vraie histoire qui est solide, qui est constante, pardon. Et ça, j'aime bien parce que je trouve qu'aujourd'hui, et je sais pas ce que tu en penses, et j'ai déjà fait des posts sur LinkedIn à ce sujet, où j'explique qu'il y a justement trop d'histoires où on dit, bah, ce gars est génial, en 1 an, il fait 1 million de chiffre d'affaires. Et en fait, on n'en peut plus d'entendre ça parce que, bah, déjà, c'est très peu de personnes, tu vois, à qui ça arrive. Et on a envie d'entendre des vraies histoires comme les tiennes, tu vois, où, bah, voilà, à force de travail, de persévérance, d'opportunités saisies, d'opportunités déclenchées, bah, on y arrive. Et ça, franchement, ça fait du bien. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup que tu dis ça parce que je pense que on a besoin de nouvelles histoires. Déjà, d'une part, je ne sais pas faire, je pense qu'Adrien et moi, on sait pas faire le truc de gonfler les muscles, gonfler les chiffres. C'est pour ça aussi qu'on s'est pas orienté vers des fonds d'investissement traditionnels où il faut leur vendre des trucs exponentiels tout le temps. Donc, d'une part, on ne sait pas faire. Et d'autre part, comme il faut toujours transformer ses faiblesses en force. Ouais, moi, pour moi, c'est très important de raconter des autres histoires. Parce que il y a un mythe qui est perpétré autour de l'entrepreneuriat, très dans le masculin. Je parle pas forcément d'hommes et de femmes, mais je parle d'une énergie très gonfler les muscles, beaucoup d'ego. Très young. Voilà, exactement. Et donc, en fait, je pense qu'il faut raconter des nouvelles histoires pour qu'il y ait plus de diversité aussi dans l'entrepreneuriat, pour aussi se réaliser que un manager ou un entrepreneur, c'est pas quelqu'un d'impassible. Moi, je suis quelqu'un de ultra sensible. L'anxiété, ça fait partie de ma vie. J'ai eu des passages à vide. Et en fait, je suis comme ça. Et si j'étais pas comme ça, je serais peut-être pas aussi créative. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que je pense que la vulnérabilité, elle est très, très, très importante. Et qu'il faut montrer des modèles de force vulnérable et donc d'entrepreneuriat qui sont pas dans un truc ultra linéaire de tout s'est toujours bien passé et bam, et on a fait ça et c'était trop cool. Non, c'est pas ça. Et la vie, c'est pas ça. C'est des chances de ouf, beaucoup de travail, des moments où on se dit bah c'est mort et des moments où d'un coup l'horizon s'éclaircit. Et aussi sur la partie levée de fonds, etc. On a beaucoup idéalisé la levée de fonds en se disant les fonds d'investissement c'est un peu le seul truc honorable, alors qu'en fait il y a des milliers de manières de créer une entreprise, il y a des milliers de voies d'entrepreneurs possibles. Et le boulanger du coin, c'est un entrepreneur et alors il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite. Donc je trouve ça important de montrer qu'il y a différents modèles, qu'on a de la chance aussi d'être en France où on peut avoir beaucoup de financement en dette et des subventions et qu'on peut vraiment créer sa voie. C'est-à-dire que franchement, nous, le crowd equity, donc l'ITA, la levée de fonds participative, mon frère qui bosse en financement d'entreprise, mais plutôt dans des boîtes classiques, dans des modèles classiques, il me disait mais non mais c'est quoi ce truc et tout, j'y crois pas. Et ben non, en fait, il y a des voies possibles. On a créé notre modèle et aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser. On peut faire sa propre petite tambouille, en fait. En tout cas, chapeau, parce que lever 2 millions sur une plateforme comme ça, où tu fais appel aux citoyens, c'est complètement dingue, quoi. Enfin, et d'ailleurs, dernière question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, est-ce que tu avais mis en place, donc Adrien et toi, toute une stratégie justement pour que la campagne de crowdfunding cartonne, ou pas plus que ça? Alors, oui, quand même, mais beaucoup moins que la première campagne de crowdfunding qu'on a fait au tout début de Funky Veggie, qui était sur des montants évidemment beaucoup plus faibles, parce que la première campagne de crowdfunding, en fait, on avait que ça à gérer quasiment. En réalité, non, mais c'est vrai que c'était la prio du moment, quoi. Là où aujourd'hui, quand tu as une boîte qui commence à faire une certaine taille et que tu as le day-to-day qui prend le dessus, bah, tu peux pas être toute la journée sur ta campagne. Donc, du coup, c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins préparé. Et puis surtout, il y a en amont, il y a tout un audit financier et d'impact de l'ITA, la plateforme. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Là où du coup, en termes de communication et tout, on n'a pas forcément ultra préparé les choses. Et puis d'autre part, c'est un peu le Far West. C'était un peu le Far West à ce moment-là parce que autant le crowdfunding aujourd'hui tout le monde connaît, autant le crowd equity sur la plateforme, il n'y avait jamais forcément eu des montants aussi importants. Bah du coup, on a beaucoup fait en tâtonnant et il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Donc c'est des bons apprentissages, mais finalement les principes du crowdfunding classique s'appliquent plutôt pas mal au crowd equity, c'est-à-dire que faut commencer par faire en sorte qu'il y ait un peu d'argent mis
sur la plateforme avant de partager plus publiquement parce qu'il y a un effet d'entraînement. Et quand tu vois une jauge à 2 millions d'euros, comment te dire que si tu vois 10 000 balles sur la cagnotte, t'as pas trop envie d'investir. Donc, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on a appris sur le tas. Donc, on était plus ou moins préparés. Lita t'accompagne sur la partie communication. Mais on aurait pu faire mieux, clairement. Ah ouais, t'es dur. C'est déjà exceptionnel. Mais c'est normal. Enfin, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on aurait été mieux préparés, ça aurait été plus rapide. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon, finalement, le résultat... oui, grave. Le résultat est trop cool. Mais c'est un peu une démarche de tâtonnement, que ce soit pour Lita ou pour nous, c'était du tâtonnement un petit peu. Et je les adore, mais c'est pas un modèle de boîte ultra organisé parce qu'ils ont une croissance rapide, etc., comme plein de boîtes. Donc, on a appris en marchant. Bravo. En tout cas, bravo. Franchement, chapeau bas. Que l'aventure continue. Peut-être qu'on vous verra un jour sur qui veut être mon associé. Est-ce que c'est un truc qui te brancherait? Franchement, j'aimerais trop. Honnêtement, ils sont venus nous chercher l'an dernier. Ça n'a pas fait, au final, le casting. Et cette année, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai tout essayé pour participer au casting. Et silence radio là aussi, mais j'ai pas pris la peine de faire un post LinkedIn sur le sujet. Je vois à quel point c'est embouteillé en fait aujourd'hui. Qui va être mon associé, c'est devenu un truc énorme, de ouf, énorme, qui demande beaucoup d'implication. Et c'est vrai que tu vois, de la même manière que le quotidien peut prendre le dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plein de chantiers, on se concentre beaucoup sur la création de nouveaux produits, sur notre communauté, etc. Et donc je pense que si aujourd'hui tu veux percer sur une vidéo de candidature qui va être mon associé, faut vraiment s'y mettre à fond et faire un truc incroyable qui sort du lot. Et on n'a pas choisi de le faire cette année parce qu'on s'est dit on est sur un truc ultra embouteillé. Nous, on est plutôt des défricheurs, donc on va plutôt aller chercher le truc qui va être mon associé dans quelques années. Vous avez bien raison d'anticiper. Mais c'est vrai que c'est devenu une telle émission. On est là, hein. Oui, tu leur diras pas. Non, trop de projets cette année, je ne peux pas. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de boîtes qui font des super candidatures et qui sont impressionnantes. Et cette année, au moment où c'est tombé, vu qu'en plus j'ai vu qu'il y avait pas trop de réponses dans tous les messages que j'ai pu envoyer au casting, il y a d'autres prios qui sont passés dessus et puis la vie quoi. Bah bien sûr, de toute façon. Comme on dit, si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Faire confiance à la vie. Par contre, Léna, c'est vraiment... je donne tout, là. C'est dans le pipe. Écoute, on a hâte de voir ce qui va se passer. Du coup, on croise les doigts, on touche du bois pour vous. Mais ça sent bon. En tout cas, ça sent bon. Merci Camille de nous avoir raconté tout ton parcours, toute l'histoire de Funky Veggie, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, toutes ces étapes. Franchement, c'était canon. On ne se quitte pas tout de suite puisqu'on a un petit rituel dans le podcast des locomotives. À la fin de chaque épisode, j'ai 3 questions rituelles que je pose à mes invités. Donc, première question, Camille, c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, c'était d'être vue. Je suis désolée pour cette réponse très personnelle. Non, mais d'être vue vraiment. Je pense que j'étais une petite fille très très réservée, très dans son monde, très assez solitaire, et j'avais envie qu'on reconnaisse ma valeur, tu vois. Donc je pense que je rêvais d'être un peu une star machin, mais parce que finalement j'avais vraiment envie d'être un peu plus sur le devant de la scène. Donc j'avais vachement de rêves, de un peu plus de mise en scène au début, après de stylisme, après de faire une école d'art, devenir artiste. Voilà, j'étais plutôt dans un domaine artistique et littéraire aussi. Mon rêve c'était d'écrire aussi. Ce que j'ai fait, parce que j'ai publié un livre qui s'appelle Ma vie en plus funky et veggie. Mais canon, je ne savais pas. Ouais, chez Larousse. Et puis après, qui sait pour la suite, peut-être que j'écrirai autre chose à mon nom de plus personnel. Top. Est-ce que tu as un mantra, Camille, qui te guide dans la vie? Je pense qu'il a changé ces dernières années. Tu vois, c'est intéressant. Au début de l'aventure Funky Veggie et quand je passais mes concours et tout, mon mantra, c'était pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Donc avec une idée très forte autour du volontarisme, de la volonté qui pour moi était la force ultime, même si mon cerveau pouvait faire les pires scénarios. Et aujourd'hui, je pense que mon mantra, c'est plus tout va bien se passer, juste rien comme prévu. Pas mal. Et dernière question, Camille, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie?
être la locomotive de sa vie. Je pense qu'il y a deux forces un peu contraires. Il y a d'une part prendre les choses en main, décider de tracer sa propre voie et donc de défricher un chemin qui existe pas forcément. Donc cette logique vraiment dans l'action, d'ouvrir une voie et d'avancer, et d'être dans justement cette volonté forte. Et à côté, je pense qu'il y a aussi un besoin important de douceur et du coup de s'autoriser à regarder le paysage en même temps que le train avance à toute vitesse et de prendre le temps de profiter et d'avoir confiance dans le train qui avance. Merci Camille, c'était très joliment dit. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès, de réaliser tous tes rêves, tes projets, que du bonheur Camille, surtout c'est important, et de préserver aussi ton équilibre de vie qui doit pas être simple à préserver tous les jours, je pense. En tout cas, je te souhaite que du bonheur. Merci infiniment Camille, et puis à bientôt. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir. J'espère que ça inspirera et n'hésitez pas, si jamais ça évoque des questions ou autres, à m'écrire. On a un compte Instagram Funky Veggie, mais j'ai aussi mon compte perso, Camille Azou. Et je suis ravie de répondre parfois par note vocale à des personnes intriguées par tout ça. Eh bien, c'est noté. Merci Camille. Bonne journée. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.